Studio Balado. Être un homme, saison 2. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 7, la transmasculinité d'Ellie. Ellie est un mec trans. Il y a 2 ans, il a d'abord fait un coming out non-binaire avant d'explorer la masculinité. La première chose qu'il a faite, c'est de se choisir un nouveau prénom, Ellie. La deuxième, c'est de se couper les cheveux courts. Et ça a été une libération pour lui. Alors, comment élargir ce que l'on perçoit comme être un homme ? Ellie a 29 ans et il se définit comme gay et asexuel. Il a un peu de duvet sur la moustache et une barbe naissante. Ses yeux sont verts et ses cheveux un peu blancs. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Je suis une personne transmasculine, ce qui veut dire que j'ai vécu à peu près 27 ans de ma vie en pensant que j'étais une femme. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Donc il y a environ 2 ans, j'ai fait un coming out d'abord non-binaire. Et puis j'ai exploré un peu toute la masculinité. Et j'ai commencé à prendre de la testostérone en mai, donc mai 2022. Et donc aujourd'hui, je pense que le terme de mec trans me va bien. Et au niveau de ta sexualité ? Ma sexualité, ça a été une source de questionnement pendant à peu près, depuis mon adolescence en fait. Et ça a été aussi un des points qui a fait que je me suis interrogée sur mon genre, parce que j'arrivais pas à trouver de mots en me définissant comme une femme sur mon orientation sexuelle par exemple, alors que c'est un peu plus facile en me définissant comme personne non binaire ou comme mec trans, parce que ça peut varier. Voilà, vu que le point de vue est le bon, de pouvoir identifier avec qui j'ai envie de relationner. Mmh. Aujourd'hui, c'est plutôt avec des personnes non binaires ou des mecs. Mais tu te définirais pas comme homo ou PD ? Non, j'utiliserais pas ce mot. Gay, ça peut me convenir, mais ouais, les autres me parlent moins. Quelle différence tu fais entre gay et PD ? Je pense que PD, je pense qu'il y a quand même. Moi, je pense que j'ai pas l'histoire qu'il me faut pour retourner ce stigmate, parce que c'est vraiment un mot qu'on utilise pour retourner un stigmate, et c'est un truc sur lequel j'ai pas ce rapport-là. Voilà. En fait, ça n'avait pas été évident que j'étais pas une femme, parce que la question d'être une femme se posait pas finalement pendant mon enfance. Et quand je suis arrivée en école d'ingénieur, c'est le moment où il y avait une domination masculine beaucoup plus importante, et où aussi c'est le moment où j'ai commencé à subir des violences sexuelles de façon assez importante. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à pas mal de choses et à pourquoi ça m'était arrivé, même si il n'y a pas forcément de raison d'autre que la domination masculine. En fait, je me suis rendu compte que ces violences que j'avais subies, c'était des violences qu'on m'avait imposées parce qu'on me percevait comme une femme, et c'est un truc que j'avais pas choisi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une identité qui me convenait pas. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait, mais en fait, je suis pas une femme, donc qu'est-ce que je suis ? Et puis je suis arrivée sur la question de la non-binarité, de la transmasculinité, et donc explorer ces choses-là. La première chose que j'ai faite, alors, c'est me choisir un nouveau prénom, donc qui est Ellie. La deuxième, c'est de me faire couper les cheveux courts. Pendant des années, tous les coiffeurs que j'ai vus, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça, et tous les coiffeurs que je voyais me disaient, mais non, mais c'est pas féminin. Et j'étais, justement, c'est pas féminin. Donc j'ai coupé mes cheveux, c'était une vraie libération. Et après, j'ai essayé d'autres choses, de me dessiner de la moustache, de mettre des binders. C'est un truc qui me fait plus mal au dos que ça m'apporte de l'euphorie, donc c'est un truc que je fais pas trop. Et puis, du coup, en mai, essentiellement pour modifier ma voix, mais pas que, j'ai commencé la prise de la testostérone. Et donc, j'ai entendu ma voix changer, j'ai vu mon corps changer. Et quel est l'effet de la testostérone sur ton corps ?
Il y a la modification de la voix, où c'est une voix qui devient de plus en plus grave à peu près tous les jours. Il y a plus de pilosité aussi, un peu partout sur le corps. Et puis, effectivement, un changement dans la morphologie, où mon buste, par exemple, est beaucoup plus droit qu'avant, où il y avait un peu plus de forme. Donc voilà, des choses comme ça. Et puis après, je pense qu'il y a d'autres choses que je remarque moins aussi. Et c'est important pour toi en termes de passing. On peut peut-être redéfinir ce que c'est le passing pour les auditeurs, auditrices. Le passing, en gros, c'est ce qui fait que les gens nous perçoivent comme l'identité que nous on ressent. Donc on parle aussi de cis passing, donc c'est un mec trans qui va ressembler à un mec cis en fait. Et c'est aussi ce qui fait que par exemple on nous appelle monsieur moi on m'appelle monsieur dans la rue spontanément ou pas quoi. Maintenant on commence à m'appeler monsieur au téléphone. Mais avant voilà, j'avais pas forcément beaucoup de passing quoi. C'est important parce que c'est fatigant quand on se fait mégenrer de façon systématique. Après, je pense que c'est aussi important qu'il n'y ait pas que ça. Qu'on élargisse un peu ce qu'on perçoit comme un homme, ou ce qu'on perçoit comme une femme, ou ce qu'on perçoit comme une personne non binaire. Enfin, moi, j'ai pas forcément envie de transitionner vers un idéal du mec cis. Déjà, je suis pas sûre que ça existe, mais du coup, ce passing-là, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, mais dont on peut se détacher. Et en fait, finalement, ce que je découvre le plus, c'est plutôt les codes, entre guillemets, de la masculinité gay, parce que les mecs cis que je fréquente sont à peu près tous gays ou bisexuels parfois, mais des mecs cis hétéros, j'en fréquente plus beaucoup. Donc du coup, je pense que c'est encore un autre rapport peut-être à la masculinité. Mais où je me rends compte parfois en ayant des discussions avec des mecs cis gays que j'ai pas les codes, qu'il y a plein de choses qui me manquent entre guillemets, que je comprends pas quoi. Vous écoutez Être un homme, saison 2, Studio Balado. Tu as dit que tu fréquentais plutôt des garçons cis-gays. Quel est ton rapport à la fois affectif, sexuel, amoureux avec ces garçons, puisque tu as dit que tu étais un trans-gay? Oui. C'est un truc qui a beaucoup varié, où en ayant vécu comme une femme, ou en étant perçue comme une femme pendant assez longtemps, j'ai eu toute une période assez misandre, donc avec un rejet des mecs cis hétéros notamment, mais qui était assez important, où j'ai essayé de me dire mais je vais arrêter de relationner avec ces personnes parce que ça me met en danger. Et en même temps, là, en transitionnant, déjà, je me rends compte que les femmes m'attirent plus tellement. Et puis, où je pense qu'il y a aussi une forme d'envie de faire partie du groupe et d'être acceptée, donc plus envie de relationner avec des mecs, pour l'instant plutôt des mecs cis, parce que je connais pas beaucoup d'autres mecs trans. En tout cas, ils sont pas tellement dans mes cercles sociaux quotidiens, quoi. Donc voilà, c'est un peu... Mais c'est quelque chose qui est en pleine évolution. C'est intéressant, perturbant parfois aussi, de passer de se dire... mais après, je sais pas à quel point je suis plus en sécurité en étant perçue comme un mec trans, parce que je pense que les gens commencent à comprendre ça en étant perçue comme ça. Est-ce que je suis plus en sécurité en relationnant avec des mecs cis qu'avant? Je sais pas. Mais j'ai pas, depuis ma transition, j'ai eu une relation qui a duré assez longtemps, qui s'est terminée il y a quelques mois. Ça s'est terminé, puis j'ai commencé les hormones très vite après la fin de la relation. Et j'ai eu une relation, mais très platonique cet été, avec une femme. Et depuis, c'est un peu le calme plat, à la fois romantiquement, sexuellement. Voilà. T'as utilisé, ça m'intéresse, le mot asexuel? Pareil, c'est une étiquette, entre guillemets, assez nouvelle pour moi, mais où déjà sur la fin de ma relation précédente, j'avais plus tellement de désir pour la personne. Et puis, il y a
on nous raconte qu'avec la testostérone, on a normalement un pic de libido absolument extraordinaire. Et moi, je suis arrivée et j'ai fait... Vraiment, toujours zéro libido, quoi. Donc, je me suis vraiment interrogée sur ça en me disant, mais... c'est et alors qu'il y avait quand même une envie, par exemple, de relationner avec des gens un peu plus présents, de se connecter, mais vraiment un désir sexuel qui est très, 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 très peu présent. Et donc, du coup, moi, je suis plutôt en recherche de connecter avec des gens plutôt que d'avoir forcément des relations sexuelles. Et là, je pense que ça fait quasiment 1 an que j'ai pas eu de rapport sexuel et ça ne change rien à ma vie, quoi. T'es romantique? Ah, je suis très romantique, ouais. Et d'ailleurs, je pense que, j'ai quand même grandi dans ce truc de les contes de fées et tout ça, où l'objectif, quand on est une femme, mais c'est ce que je ne suis plus, mais c'est de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants avec un homme, du coup, si c'est hétéro de préférence. Et donc c'est en train de déconstruire tout ça, mais quand même cette envie de relationner et d'avoir des relations assez intenses, c'est quelque chose qui est important pour moi. Tu as dit que tu avais commencé les hormones au mois de mai. Comment ça se passe en fait dans les prochains mois? On continue autant qu'on en a envie. Après, moi, j'ai envie de continuer parce que je sais que les choses sont encore en train de bouger et de voir jusqu'où ça va. Il y a des gens qui, au bout d'un moment, arrêtent parce que il y a certains effets qui sont définitifs, notamment la voix, par exemple, ça bouge plus une fois qu'elle s'est stabilisée à un endroit. Donc, même si j'arrête à un moment la testostérone, j'aurai toujours ma voix grave. Donc, c'est qui était globalement l'objectif principal de ma transition. Mais après, on verra jusqu'où j'ai envie d'aller et si j'ai envie de continuer, si je me sens bien aussi, parce que c'est quand même assez intense ou assez invasif, ou c'est quand même une injection, des injections assez régulièrement. Tu as dit que le changement de ta voix, c'était un objectif important pour toi. Ouais, moi j'ai jamais aimé ma voix. Même si, je me suis pas forcément beaucoup questionnée sur mon genre. Par contre, je pense que j'avais beaucoup de dysphorie autour de ma voix. Notamment les premières fois où je me suis rendu compte que la voix que j'entendais quand je parlais, moi, et la voix qui était en fait celle que les autres entendaient, était beaucoup plus aiguë. Ça m'a beaucoup perturbée. Et puis, je fais pas mal de politique, en fait. Et donc, j'ai souvent l'occasion de faire des interviews ou d'enregistrer des choses et de devoir me réécouter. Et en fait, c'était absolument impossible. Parce que c'était trop désagréable, où vraiment je supportais pas ma voix. Donc ça, plus le fait que quand j'arrive dans un endroit et que je parlais et que on m'identifiait tout de suite comme une femme parce que j'avais cette voix un peu aiguë, ça fait partie des 2 déterminants où je me suis dit, en fait, je veux vraiment prendre des hormones et changer ça. Et effectivement, là, depuis mai, c'est quelque chose qui change beaucoup. En plus, j'ai rejoint une chorale queer en septembre, et donc je vois tous les jours à quel point ça change, à quel point ma tessiture varie vite, et c'est à la fois très perturbant parce que c'est tout le temps en train de changer, et en même temps, là, j'arrive à un point où je suis content quand j'entends ma voix. Et ça, c'est chouette. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. Être un homme est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bébé, Philippe Moquel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse
studio@studiobalado.com. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bonjour, je suis Géraldine Jonkers et je vous présente mon podcast Viril pour le Studio Balado. Viril, avec un point médian, c'est le podcast qui interroge d'autres formes de virilité. Vous entendrez les histoires de Gabrielle et Milka, deux femmes puissantes qui à leur manière se réapproprient les codes de la virilité. Les témoignages d'Arthur et de Paul, qui questionnent le piège dans lequel la virilité les enferme. Et enfin, Régis et Gian, qui par leur singularité s'autorisent à se réinventer au-delà du carcan viril. Rendez-vous le 3 avril sur toutes les plateformes audio. Viril, Géraldine Jonkers, Studio Balado.